présente 300 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Salut à tous et bienvenue dans 300 milliards d'étoiles, l'émission d'Ouzbek Erika consacrée donc à l'exploration spatiale et au mystère du cosmos. 300 milliards, c'est à peu près le nombre d'étoiles qui composent notre galaxie selon les estimations des scientifiques. Le nombre est vertigineux, abyssal et encore, je vous épargne les milliards de milliards d'autres étoiles éparpillées dans les centaines de milliards d'autres galaxies que contient l'univers. 10 puissance 23 étoiles estimées en tout pour ceux qui aiment bien s'étourdir de chiffres. Autant dire qu'on ne manquera pas de sujets dans cette émission pour revenir chaque mois sur quelques-unes des grandes questions de notre univers. Mais aujourd'hui, on va être plus modeste et on va rester dans le système solaire pour se pencher sur l'astre sans doute le plus populaire depuis quelques années, notre voisine, la planète Mars. Y a-t-il de la vie sur Mars ou y a-t-il eu de la vie sur Mars ? Alors, imaginez un être bipède mesurant plus de 2 mètres, les yeux exorbités au bout de 2 tiges, une trompe d'éléphant très fine à la place du nez, des antennes d'insectes plantées sur le front et d'énormes oreilles paraboliques, des pieds palmés, une cage thoracique gonflée comme un ballon de baudruche et une épaisse fourrure blanche qui recouvre le tout. Voilà à quoi ressemblent les Martiens. C'est du moins ce que l'on peut voir sur la couverture du magazine américain Science and Innovation, daté d'août 1924. Le magazine prétendait très sérieusement à l'époque se baser sur les dernières découvertes scientifiques pour élaborer leur modèle de Martien le plus crédible possible. Alors depuis, les choses ont évidemment un peu changé. Et pour étudier la question de la vie sur Mars, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Vizeau, responsable du programme d'exobiologie du CNES, l'Agence française spatiale. Bonjour Michel Vizeau. Bonjour. Alors donc aujourd'hui, je pense que vous nous confirmez qu'il n'y a plus trop a priori de martiens à trompe d'éléphant. Non, et c'est très amusant parce que ça se fonde sur une mauvaise interprétation de l'évolution et de la théorie, enfin pas de la théorie, mais du darwinisme et de l'évolution telle qu'on peut la décrire aujourd'hui. C'est très amusant parce que c'est... Oui, il y a beaucoup d'éléments où ils expliquent alors c'est des êtres qui ont d'énormes cages thoraciques pour compenser la très faible atmosphère de Mars. C'est une vision tout à fait... comme je dis, parce qu'il y a des scientifiques qui portent ce genre de discours. Hein. Alors ça change un peu. Ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine et je commence un peu à dire, attendez, attention, mais en Afrique, on a à la fois l'éléphant et la libellule. Oui. Mais pourtant, ils sont dans le même milieu et la libellule, à ma connaissance, n'a pas des très grosses pattes et elle n'a pas des très grosses cages thoraciques. Et pas de fourrure blanche pour se protéger du froid. Pour comprendre un petit peu, on va revenir pour commencer, on va faire un petit portrait robot de à quoi Mars ressemble aujourd'hui, à quoi Mars ressemblerait si on y allait. D'abord 2-3 éléments. Pour vraiment ceux qui n'y connaissent rien, Mars, c'est la 4e planète du système solaire la plus loin en partant du Soleil, la 4e planète tellurique, qui est à environ, alors si elle est la plus proche de la Terre, on peut dire 75 millions de kilomètres à peu près de distance. Oui, ces distances-là ne veulent pas dire grand-chose, si ce n'est pour la distance de trajet, de voyage, si on va aller dessus. Ce qui est important, c'est la distance au Soleil. Donc nous, on est à 150 millions de kilomètres du Soleil, et Mars est 1,7 fois plus loin, c'est-à-dire grosso modo, est à peu près à 220-230 millions de kilomètres du Soleil. Pour donner un ordre de grandeur, la Lune, c'est environ 380 000 kilomètres de la Terre. C'est 300 000 kilomètres de la Terre, c'est-à-dire que la lumière de la Lune nous atteint en 1 seconde. D'accord. Et sur Mars c'est beaucoup plus, oui. Alors Mars, c'est une planète plus petite que la Terre aussi. C'est à peu près la moitié du diamètre de la Terre, donc 15% du volume, si j'ai bien retenu les chiffres, grosso modo. Oui, enfin 30% du volume à peu près, parce qu'elle fait à peu près un tiers, la masse est à peu près un tiers de celle de la Terre. Donc c'est une petite gravité. C'est une gravité plus faible, oui, effectivement. On a on fait 65 kg, 70 kg sur Terre, c'est à peu près le tiers sur Mars, 38%. Voilà, on fait 20 kilos. Les pourcentages, c'est difficile, vous savez, les gens ne sont pas très sensibles aux pourcentages. Avec, 20 kilos, voilà, c'est une vingtaine de kilos. D'accord. Environ. L'atmosphère aussi existe sur Mars, mais elle est très très fine, c'est à 1/100 de l'atmosphère terrestre. Ça veut dire qu'on a des vents, mais qui sont très peu perceptibles. Alors, il y a des vents. Alors, d'abord, il y a une atmosphère qui est résiduelle, qui, en masse, fait 1/100 de l'atmosphère terrestre, mais qui est composée de façon tout à fait différente, puisqu'elle est composée à 95-96% de gaz carbonique, et que le reste, c'est à égalité de l'azote et de l'argon. Donc pas d'oxygène. Pas d'oxygène, et la teneur en vapeur d'eau est extrêmement faible. Alors sur Terre, pour comparer, on a une atmosphère qui est donc 100 fois plus importante, c'est-à-dire que la pression au sol est 100 fois plus importante, hein.
1013 millibars contre 13 millibars sur la planète Mars. Et nous avons une atmosphère qui est composée essentiellement d'azote, avec de l'oxygène et ensuite des traces de gaz carbonique, de vapeur d'eau et puis d'argon et d'autres gaz. On parle de tempêtes parfois sur Mars, on sait qu'il y a des tempêtes régulièrement, même des tempêtes planétaires qui recouvrent l'ensemble de la planète, avec des vents qui vont à 100-150 km/h. Il ne faut pas s'imaginer une tempête comme Xynthia en France par exemple, c'est 100 km/h, mais avec cette faible atmosphère, c'est assez peu perceptible par rapport à ce qu'on connaît sur la Terre. Oui, de toute façon, alors ces tempêtes, elles sont surtout visibles parce que Mars est recouvert, entre autres, suite au bombardement météoritique et à l'absence d'humus et de terre, d'une sorte de couche de sable, mais de sable extrêmement fin, ce qu'on appelle du régolithe ou de la régolithe. Et ces petits grains de sable, malgré un vent extrêmement, enfin une atmosphère très ténue, elle s'est soulevée, et ce qui fait que ça obscurcit l'atmosphère. C'est très intéressant parce que pour les gens qui imaginent les panneaux solaires sur Mars, quand il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'énergie. C'est ce qui pose problème avec les tempêtes pour Opportunity ou Spirit qui ont eu des petits problèmes d'énergie à cause de cette régolithe qui recouvrait les panneaux solaires des rovers. Tout à fait, donc ça se dépose, comme toute poussière, ça se dépose quelque part, et notamment sur les panneaux solaires. Mais heureusement, il y a des petits tourbillons, ce qu'on appelle des diables du désert, là, les Dust Devils, les diables de poussière, qui tournent et qui arrivent à nettoyer les panneaux, ce qui fait que, bon an, mal an, les panneaux ont tenu quand même une bonne dizaine d'années. Alors pour finir le portrait robot de la planète, on sait aussi qu'elle est très froide. Aujourd'hui, il y a de grosses variations de température suivant le jour et la nuit, mais c'est en moyenne moins 50, moins 60 degrés Celsius. Alors, oui, c'est la moyenne, mais c'est pareil. À l'équateur, ça peut... Alors, il y a des grands écarts de température, puisqu'on peut passer de moins 100, dans la même journée, de moins 100 à plus 10, grosso modo, plus 10 pendant quelques minutes. Et suivant les modèles que l'on est capable de mesurer aujourd'hui. Bien entendu, au pôle, on est toujours entre moins 100, moins 120, moins 130. Donc quand on parle d'une température moyenne, on est à moins 40, moins 60, ça dépend un peu de la position, parce que Mars est légèrement, sur une orbite légèrement ovale, ce qui fait qu'elle s'éloigne un tout petit peu du Soleil, mais ce tout petit peu, en termes de kilomètres, ça se traduit énormément en termes d'énergie. Des grandes variations de température qui ne sont pas très confortables. On a compris que la planète aujourd'hui n'était pas forcément très très accueillante pour la vie. Ça n'a pas forcément toujours été le cas, c'est ce qui est peut-être plus surprenant. On dit qu'il y a 4 milliards d'années environ, il y avait des torrents, des rivières, des lacs, voire des océans sur la planète. Alors d'abord, c'est les écarts de température, c'est pas accueillant non seulement pour la vie, mais aussi pour le matériel. Parce que, imaginez une soudure avec deux métaux différents, avec des variations de température de ce type-là, c'est comme quand on prend un trombone et qu'on le tord. À la 10e fois, il casse. C'est ça. Et même envoyer, alors la vie c'est très difficile, et on va en parler tout à l'heure, mais même pour le matériel qu'on envoie, même pour nos véhicules, nos astromobiles, eh bien c'est très 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 difficile et challenging. Astromobile, c'est beaucoup plus poétique que rover, on entend souvent le mot de rover en anglais. Mais cela m'énerve énormément, parce que moi je dis véhicule, ou bien astromobile, je trouve très joli. C'est assez joli, Astromobile doit être le mot que nous employons. Les astromobiles qui sont plutôt donc dans des régions les moins... avec le moins de variété possible de ces conditions, mais ce qui n'est pas facile de toute façon. De toute façon, ça varie, on est quand même au moins avec des amplitudes de 60 degrés par jour. Alors, pour revenir sur cette question du passé de Mars. Le passé de Mars. Il y avait de l'eau liquide en surface. Alors, il faut raisonner de façon un peu différente. Il se trouve que d'abord, on a vu Mars, on a cru que le Grand Canyon, par exemple, que le Grand Canyon martien, Valles Marineris, était fait avec de l'eau. Non, c'est vraiment un éclatement de la croûte martienne, proprement dite. Par contre, les satellites martiens ont montré qu'il y avait des traces d'arbres qui ressemblent à des arbres de fluviatiles, de rivières, de fleuves, qui convergent vers un endroit qui, donc, on a supposé être une mer. Et on a pensé, donc, à partir de là, compte tenu des datations qui ont été faites, notamment par Mars Express, qu'il y a une période où Mars a été accueillant pour de l'eau liquide. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si cette eau liquide, elle était liquide pendant très longtemps, ou si c'était un phénomène d'oued. Vous savez, en Afrique saharienne et subsaharienne, il y a des grandes traces de fleuves qui sont secs 90% du temps, 99% du temps, et puis d'un seul coup, il y a de la pluie qui arrive,
Et il y a un déversement brusque de quantité phénoménale d'eau qui font qu'il y a une érosion spectaculaire que l'on voit quasiment sous ses yeux. Je veux dire, le lit de la rivière est creusé de 10-15 cm en quelques heures. Et donc, le débat actuellement, est-ce que sur Mars, il y a eu des zones ou des périodes où l'eau était stable pendant plusieurs millions d'années. On ne parle même pas de milliers d'années, mais de millions d'années, parce qu'on pense que pour qu'effectivement puissent se développer des formes de chimie un peu élaborées, il faut qu'il y ait des zones d'eau extrêmement stables. Ça aurait pu être aussi des zones où l'eau est glacée pendant très très longtemps, parce que Mars a la particularité, parce qu'il n'y a pas une grosse lune qui le maintient, d'avoir un axe qui tourne par rapport au plan qu'il décrit autour du Soleil. Et donc, de temps en temps, c'est un pôle qui est dirigé vers le Soleil, qui est très chaud, et l'autre qui est dans le noir permanent et qui concentre toute l'eau qu'il aurait pu y avoir sous forme de glace. Qui piège l'eau, finalement, qui piège l'eau, voilà, de l'autre côté. Oui. Comme dans votre réfrigérateur, l'endroit où se font les glaçons, c'est là que se colle le givre. Et là, ça serait pareil. Et donc, par contre, quand le l'axe redevient normal, ça suscite évidemment d'énormes tempêtes, des fonds de glace, des modifications très importantes. Et c'est à ce moment-là qu'auraient pu se produire ces écoulements d'eau extrêmement importants. Donc des torrents potentiellement très rapides, très brefs dans le temps. Très brefs dans le temps. Alors, bref, on va dire quelques centaines ou quelques milliers d'années. Voilà. Un battement de cils à l'échelle cosmologique. D'accord. C'est vrai que ça reste des hypothèses. Ce qu'on sait en revanche, c'est que l'eau n'est plus là, sous forme liquide en tout cas. Aujourd'hui, ces cycles de l'eau ont disparu. C'est pareil, on a beaucoup d'hypothèses pour expliquer pourquoi cette planète, entre guillemets, est morte, mais voilà, il y a plusieurs choses qui pourraient expliquer la disparition de l'eau via la disparition de l'atmosphère, qui elle aussi était plus dense à l'époque. Aujourd'hui, on a eu notamment alors, vous parliez de bombardement d'astéroïdes, il y a eu le grand bombardement tardif, entre 4,1 et 3,9 milliards d'années, si je ne dis pas de bêtises, à peu près. Oui, c'est une hypothèse qui est remise... qui est discutée. En tout cas, il y a eu un bombardement intense, à un moment ou à un autre, sur les planètes du système interne, donc la Terre, Mercure, Vénus, Mars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Mars? Ces bombardements auraient pu participer à détruire l'atmosphère et le cycle de l'eau martien? Alors, le bombardement, ça amène de l'énergie. Donc l'énergie, ça provoque une excitation des molécules qui ne demandent qu'une chose, c'est à se carapater ailleurs. En plus, Mars, comme n'avait pas de champ magnétique important, eh bien, le vent solaire, c'est-à-dire les rayonnements du Soleil, quand un photon ou une particule heurte, un atome heurte une autre molécule, eh bien, ça lui donne une énergie cinétique, et cette énergie cinétique la propulse dans l'espace. Le vent solaire, on l'a dit très brièvement, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en permanence le Soleil envoie des particules chargées, des électrons, des ions, dans toute la direction de l'espace. Et sur Terre, on en est protégé grâce à notre magnétosphère qui dévie ces rayonnements. Voilà, on est grandement protégé par la magnétosphère qui fait que ça se concentre vers les pôles. C'est pour ça que c'est pas bon d'aller tout le temps à Tokyo en passant par le pôle. Pour voir des aurores boréales éventuellement. C'est ce qui provoque les aurores boréales. Alors il y a des intensités en fonction de l'activité du Soleil, mais d'une façon générale, c'est vraiment cette interaction directe. L'aurore boréale, c'est l'interaction directe des électrons sur les molécules de l'atmosphère. Donc, c'est un peu la même chose, mais comme on a quelque chose, c'est les rabats vers la Terre, puisque les cornets, ils rentrent vers la Terre, si vous voulez. Alors que sur Mars, comme il n'y a pas de champ magnétique, eh bien, c'est balayé petit à petit. On va dire des hypothèses, comme qu'on perdrait 100 000 litres par seconde, ou quelque chose comme ça. Enfin, bon. Oui, j'ai eu 100 grammes par jour ou par heure sur Mars, voilà, des hypothèses d'atmosphère en moins. Des atmosphères. Alors c'est très discuté. Il y a un satellite, MAVEN, qui est un satellite américain, qui est chargé d'étudier cette manip tout à fait particulière. Les papiers vont sortir dans les quelques mois qui viennent, puisqu'il a pratiquement fini sa mission. Et on va avoir une idée de ce qui se passe aujourd'hui. Le Soleil n'était pas le même il y a 4 milliards d'années. Donc il était beaucoup plus en ultraviolet, avec des rayonnements beaucoup plus énergétiques. Et donc, il était beaucoup plus, je dirais, nocif pour l'atmosphère. Et puis, comme il n'y a pas d'eau, donc ça a chassé l'eau, etc. Donc, ça a réduit progressivement l'effet de serre sur Mars. Il y a eu moins de chaleur aussi sur la planète. Voilà, donc la vapeur d'eau a un effet de serre, un effet de serre important, c'est-à-dire que ça empêche
les rayonnements qui traversent dans un sens doivent partir dans l'autre. Et donc ça fait plus chaud. Donc, ce qu'on connaît bien sur Terre en ce moment pour de mauvaises raisons, mais voilà, c'est indispensable à une certaine échelle. Alors c'est utile pour nous aussi, hein, sinon la température moyenne serait de moins 10 degrés sur Terre, donc ce serait pas forcément très très agréable à vivre. Ce serait moins agréable. Cette planète s'est donc refroidie. Est-ce qu'on sait si ce champ magnétique il a disparu ou il n'a jamais été présent sur Mars ? Alors, on pense qu'il a disparu parce qu'il y a des champs magnétiques rémanents. À certains endroits, il y a des plaques qui sont avec du champ magnétique rémanent. Bien sûr, c'est un des objectifs de l'exploration, puisqu'on parle d'exploration. Quand on va explorer avec des véhicules, des astromobiles, et peut-être un jour avec des hommes, on va aller étudier en détail des endroits où il y a eu un champ magnétique et voir comment il a changé d'orientation. Et ça, c'est des études très particulières. C'est très complexe. On suppose que c'est peut-être lié au cœur de la planète qui se serait arrêté, qui se serait refroidi. Alors, une planète, elle se forme d'abord, c'est une boule de lave, pour simplifier. Hein. Donc, puis une boule de lave, c'est de la chaleur et de l'énergie. Quand c'est dans le vide, ça ne fait que rayonner de la chaleur, donc ça ne fait que se refroidir. Plus c'est gros, plus ça se maintient. Alors après, il y a des phénomènes de condensation, de l'uranium qui se met au milieu, etc. Bon, on ne va pas faire un cours d'astronomie. Beaucoup de choses très complexes qui se passent. D'abord, j'en ai pas les capacités. Mais globalement, donc ça se refroidit. Normalement, ça commence par se refroidir par l'extérieur. Et puis, ça finit par se refroidir à l'intérieur. Et plus c'est petit, plus ça se refroidit vite, puisque une planète Mars, elle est comme une planète de la Terre. L'énergie qu'on reçoit du Soleil ne sert pas à maintenir une chaleur de 800, 1000, 1200, c'est pas les mêmes échelles du tout de chaleur. On n'est pas dans le même ordre de grandeur. Et donc, ça se concentre. Mais il y a eu du volcanisme sur Mars, et ça a été très bien décrit avec les travaux de Bibring, notamment sur Mars Express, hein, où il a montré un moment où il y a eu énormément de sulfates qui ont été dispersés dans l'atmosphère parce qu'il y avait une activité volcanique extrêmement intense, qui est celle qui a provoqué l'ouverture de Valles Marineris et qui a provoqué la couverture de pratiquement tout l'hémisphère nord de lave. Donc, ce qu'on voit actuellement, les grandes mers plates dans lesquelles il n'y a pas de trous de météorites, il n'y a pas de cratères, eh bien, c'est parce que c'est un terrain jeune, 3 milliards d'années quand même, mais c'est un terrain jeune qui n'a pas connu le bombardement tardif ou des bombardements extrêmement intenses du début. Et donc, on a une Mars qui est complètement dichotomique, séparée en deux, une zone sud pleine de trous et une zone nord qui est avec très peu de trous. Refaite à neuf comme une tête de ciment. Resurfacée, voilà. C'est très simple. Hein, je dirais, les surfaces planétaires, c'est comme un peu les visages des gens. Hein. Les jeunes visages sont bien lisses et les vieux sont bien ridés. On a une planète à moitié jeune, moitié vieille. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Des bombardements de météorites, la perte de la magnétosphère. Tout s'est passé. Tout s'est passé participant à cette déperdition d'énergie. C'est une histoire continue. Il n'y a pas le problème. On peut toujours discuter du niveau d'importance de tel effet par rapport à tel autre effet. Est-ce que effectivement les météorites ont chassé beaucoup plus que le Soleil, etc. L'atmosphère, on peut en discuter. Tout s'est passé. Actuellement, on décrit les différents phénomènes, mais on n'est pas capable de leur donner un niveau d'importance par rapport au but que l'on se dit pour comment est-ce qu'on en est arrivé là. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est où on est arrivé à la situation actuelle, où l'eau sur Mars n'est plus présente à l'état liquide en surface, mais il reste quand même de l'eau, notamment de la glace au pôle. Et puis récemment, on va en parler, on a découvert ce qui pourrait être un lac souterrain près du pôle sud. De l'eau liquide souterraine, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas pareil. Ce serait environ 20 km d'étendue de surface qui ont été identifiés comme étant gorgées d'eau. En tout cas, ça peut être... Gorgées d'eau est la bonne réponse. Oui. Alors, deux choses. D'abord, les conditions physiques sont telles qu'il ne peut pas y avoir d'eau liquide pendant un certain temps, ça dépend de la masse, bien entendu, à la surface de Mars. Parce qu'il y a en physique, il y a ce qu'on appelle l'équation d'état qui vous dit quand est-ce qu'en fonction de la pression et de la pression de vapeur saturante en eau, en vapeur d'eau proprement dit, c'est pas la pression totale, la pression, et en fonction de la température, ça vous donne les 3 états, solide, liquide ou gazeux. Sur Mars actuellement, les conditions de température et de pression sont telles, il ne peut pas y avoir, dans aucun cas, d'eau liquide sur place. Si vous mettez un verre d'eau, eh bien, en quelques minutes, il va s'évaporer et se geler. Donc là, c'est pas de l'espoir, c'est de la question de physique. Il n'y aura plus jamais, en état actuel, d'eau liquide sur Mars. Alors après, le rêve, c'est la terraformation qui fait partie des délires et des fantasmes de beaucoup de gens. À la Elon Musk ou ce genre de personnes. Ça, c'est autre chose. Il faut recréer un effet de serre. J'ai cru voir que des études mentionnaient le fait qu'il n'y avait plus assez, de toute façon, de CO2 présente dans l'écorce martienne
même si on arrive à l'extraire pour recréer assez d'effets de serre pour reproduire tout ça. Ah oui, il faudrait faire du méthane. Enfin bon. Ce serait un autre sujet encore très complexe. Moi, j'ai vu des papiers où les gens faisaient des usines à fluotane, enfin bon, des usines particulières pour mettre des chlorofluorés dans l'air. Bon, enfin, c'est du délire. Après, le fluor doit exister quelque part, l'énergie doit exister. Oui, tout doit exister quelque part. Hein, mais... Bon. Alors, avant de rêver de terraformer Mars, on peut pas en rêver, c'est un cauchemar, hein, parce que quand on parle de terraformer Mars, là j'insiste drôlement, c'est un cauchemar, parce que quand on parle de terraformer Mars, ça veut dire qu'on a Mars formé la Terre. Ouais. C'est ce que disent beaucoup d'astronautes. On ferait mieux de s'occuper déjà de notre planète. On ferait mieux. On doit s'occuper de notre planète avant d'aller rêver à ça. L'exploration nous apporte des informations, nous donne des connaissances qui nous servent, entre autres, à aussi gérer notre propre planète et à voir comment on peut faire. Mais en tout cas, il n'y a qu'un vaisseau spatial pour la biodiversité terrestre, c'est la Terre, il n'y en a pas d'autre. On ne pourra pas créer une deuxième Terre aussi facilement. Alors ce lac souterrain, je l'appelle comme ça par provocation, mais qu'est-ce qu'on en sait exactement? Est-ce qu'il y a une chance d'avoir une nappe phréatique encore liquide sous la surface? Alors d'abord, une nappe phréatique, c'est pas un lac. Des gens, je ne sais pas comment les gens imaginent ce que c'est qu'une nappe phréatique. C'est pas un lac dans lequel on va descendre par un trou et plouf, on va aller se baigner. C'est pas une grotte, etc. Ce sont des terrains qui sont gorgés d'eau, généralement, qui sont coincés entre deux couches imperméables, et c'est une couche de sable, donc c'est du sable mouillé pour simplifier, qui est sous pression, puisqu'il y a la pression qui se met dessus, et qui ressort à un bout ou à un autre pour farmer des rivières, ou des fleuves, ou des sources, etc. Donc, sur Mars, ce que l'on a découvert, c'est une zone qui réfléchit les ondes radar et qui est plate. Cette zone plate, on suppose que c'est... Pour avoir quelque chose de plat, il faut que ce soit du liquide. Donc ça pourrait être du CO2 liquide, ça existe. Ça pourrait être de la glace liquide. D'après les modèles qu'ils ont faits, ils en ont déduit que c'était de l'eau. Voilà, parce que ça réfléchit parfaitement, alors que le gaz carbonique, ça réfléchirait moins bien, etc. Donc ils ont déterminé que c'était de l'eau qui, actuellement, compte tenu de la pression et de la température qu'il y a à ce niveau-là, peut être probablement liquide. Donc voilà, donc on est dans l'hypothèse, mais c'est pas la peine de sortir en maillot de bain pour y aller. Hein. On n'aura pas de grands ploufs dans le sous-sol martien, ou un banc de sable humide peut-être plus potentiellement. Maintenant, la question, c'est de savoir si c'est suffisant, en tout cas, pour espérer que la vie s'y développe. Avant d'aborder vraiment la question de savoir s'il y a de la vie sur Mars, on peut peut-être déjà expliquer comment est-ce qu'on peut espérer voir émerger de la vie, et comment les exobiologistes comme vous la cherchent dans l'univers. On lit souvent une formule que vous allez sans doute me dire qu'elle est beaucoup trop simpliste, mais que l'équation de la vie, c'est en gros eau, chaleur, matière organique et minéraux, et qu'avec tout ça, on fait une grande soupe qui peut permettre l'émergence de la vie. Est-ce que c'est plus ou moins ce genre de choses? Mais ça, c'est la soupe de l'univers. C'est la soupe de l'univers. Je veux dire, c'est pas... Depuis le Big Bang et les étoiles, c'est ce que l'on a devant nous. Alors, oui, le problème de la vie, c'est un problème qui n'est pas résolu. Oui, même sur Terre, on ne sait pas comment ça a émergé. Même sur Terre, on ne sait pas comment ça a émergé. On sait que les molécules organiques qui composent la vie que l'on connaît sur Terre sont présentes dans l'univers d'une façon générale et ont pu arriver sur Terre par les météorites, puisqu'on en a trouvé dans des météorites. Elles ont pu être formées dans la haute atmosphère. C'est l'expérience de Miller-Urey de 1952 qui est la base de l'exobiologie, où on a fait de la synthèse organique à partir d'éléments simples, du CH4, du gaz, de la vapeur d'eau et de l'ammoniac, composés extrêmement fréquents dans l'univers. Et on sait aussi que ça peut se produire au fond des océans, dans des conditions dans des conditions volcaniques, ce qu'on appelle les fumeurs noires, parce qu'il y a de la chaleur, il y a des métaux, etc. Il y a beaucoup de catalyseurs qui font que ça peut se produire. Donc, et ça produit les mêmes choses, des acides aminés, donc les acides aminés, c'est ce qui fait la viande, pour simplifier. Les bases puriques hyperiminiques, c'est ce qui compose le code génétique. Et puis ça fait aussi quelques acides gras, ce qui fait le gras, la graisse. Oui. Donc, plein de petites briques comme ça qui composent les éléments de base des cellules. Voilà. Donc tout ça, ces éléments, ils existent. Et ce que vous disiez, mais j'insiste, ils sont vraiment très très présents dans l'univers. Sur les astéroïdes, on en retrouve dans la comète Chury qu'on a explorée il n'y a pas très longtemps, que l'Europe a explorée. On a trouvé des molécules organiques aussi dans la comète. Et puis il y a une anecdote que j'aime bien, que je trouve assez parlante, c'est le formiate d'éthyle, qui a été retrouvé, détecté dans le cœur de la galaxie, et il y a beaucoup d'articles qui s'en sont emparés parce qu'on dit que c'est une des molécules qui donne son parfum à la framboise et son goût au rhum.
Et donc de là, on a dit que la galaxie avait un goût de framboise, et je trouve ça extrêmement poétique. C'est un symbole qui montre que ces molécules, ces formiates d'éthyle ou ces acides aminés sont omniprésents. Dès la naissance des étoiles, ils se forment assez facilement. Ils se forment à partir... Alors, on a des gens qui travaillent là-dessus, hein, notamment à Marseille, mais il y en a d'autres aussi à Grenoble, justement avec ce qu'on appelle des glaces, et qu'ils irradient avec des rayons ultraviolets, des rayons X, etc. Et ils forment ces composés à partir d'une glace complexe. C'est pas de la glace à mettre dans le pastis, hein. C'est une glace avec du gaz carbonique, de l'ammoniac et de l'eau. Et tout ça à moins 200 degrés à peu près, moins 220, 230 degrés. Quand on le bombarde, on crée à l'intérieur des molécules. Mais elles sont emprisonnées. On peut pas... Donc il faut qu'à un moment donné, elles viennent dans de l'eau liquide. L'eau liquide indispensable, la chaleur aussi, pour provoquer ces réactions. Pour avoir de l'eau liquide, il faut de la chaleur. Pour avoir de l'eau liquide, il faut être plus de 273 Kelvin, au moins au-dessus de zéro, plutôt vers 20 à 30 degrés. Là, ça commence à être bien sur le plan de la chimie que l'on connaît, parce que les réactions sont assez rapides. Et donc, il faut que l'eau est forcément liquide. Donc, quand on dit chaleur et eau liquide, grosso modo, on dit la même chose, parce que froid je dirais chaud pour un astrophysicien, c'est plus de 50 Kelvin, donc c'est entre moins 220 et plus, quoi. C'est pas une chaleur très confortable. C'est pas une chaleur très confortable, hein, c'est pas. Donc voilà, donc faut faire attention quand les gens disent chaud. Oui, il faut qu'il y ait de l'eau liquide. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une pression, il faut qu'il y ait un corps suffisamment important pour retenir l'eau et les molécules, qu'elles ne s'en aillent pas dans l'univers, dans l'univers d'une façon générale. Et deuxièmement, il faut qu'il fasse suffisamment chaud, donc c'est chaud, donc au moins 270, on dirait entre 270 et 300 degrés Kelvin, donc 0 et 30 degrés, pour que ça commence à pouvoir avoir une chimie intéressante. Et des minéraux, si possible aussi. Alors, les minéraux sont indispensables. Alors, il y a deux choses qui sont indispensables. Il y a d'une part les minéraux parce qu'ils rentrent dans les structures, dans le squelette. Il faudra quand même rappeler que l'essentiel de l'ADN, c'est le phosphate. Hein. Il y a 3 molécules de phosphate qui font le squelette. Et puis, il y a aussi les métaux. Parce que les métaux, quand ils se mettent au milieu d'une molécule organique, de certaines molécules organiques, ils en changent le seuil d'activation. L'exemple type, c'est l'hémoglobine. S'il n'y avait pas le fer... une hémoglobine sans fer, elle ne transporte plus l'oxygène. Il faut qu'il y ait le fer pour diminuer, par des phénomènes que l'on connaît, hein, qui sont des phénomènes d'électrochimie, ça diminue un peu la réactivité, et donc l'oxygène peut se lier facilement et se délier facilement en fonction de la tension d'oxygène qui est à l'extérieur de l'hème. Donc, on voit que ces molécules, ces atomes de fer, de fer ou de cuivre ou de zinc, ça dépend des endroits, sont indispensables à avoir une réactivité, un faible seuil de réactivité des molécules. Et là, la chimie peut s'enrichir et peut s'emballer et devenir autocatalytique, c'est-à-dire faire plus de soi-même par soi-même, qui est la première manifestation de la vie. En début de reproduction, de métabolisme. Alors, c'est le métabolisme. Je ne parle pas de reproduction pour l'instant, je parle simplement de métabolisme. Pour simplifier, quand on est petit, on grandit. Quand on est vieux, on grossit. On fait plus de soi-même par soi-même. Quand je mange de la salade ou quand je mange du pain, je ne fais pas du pain, je ne suis pas devenu salade, je suis devenu plus gros. C'est tout. Alors, est-ce que des formes de vie mangent du pain ou de la salade sur Mars? On ne le sait pas encore. On voit que c'est composé, cette soupe primordiale est extrêmement complexe. Il faut beaucoup d'éléments. Ce qu'on cherche sur Mars, d'abord, c'est un petit peu tous ces éléments. Et puis, ce qu'on aimerait trouver, c'est des bactéries. C'est la forme de vie a priori de ce qu'on connaît sur Terre, qui est la plus résistante et la plus adaptable. On a trouvé sur les parois extérieures de l'ISS, de la Station Spatiale Internationale, au fond des océans, et dans le désert d'Atacama au Pérou, qui est un des déserts les plus arides du monde, 250 fois plus aride que le Sahara. On a retrouvé des bactéries dormantes qui n'avaient plus de métabolisme justement, mais que des chercheurs ont réussi à réanimer en les hydratant. Ce qui laissait espérer, on s'est dit, tiens, c'est quasiment aussi aride que sur Mars, ces bactéries pourraient aussi être endormies sur Mars et attendre que des astronautes viennent les arroser. Alors oui, le prince charmant de la bactérie belle au bois dormant. Voilà, c'est le fantasme de l'astronaute peut-être aujourd'hui. Ah oui, le bouche est dur quand même avec un... Oui, bouche à arrosoir peut-être. Alors... D'abord, le terme bactérie, moi je préfère le terme micro-organisme, parce que bactérie c'est quand même très typé en France, sur la Terre, pardon. Sur Terre, les amalgames français de donc, les bactéries c'est... Bon, donc micro-organisme, un élément extrêmement simple, ce qu'on appelle unicellulaire, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même, contrairement à un organisme qui a besoin d'organes et de variétés pour vivre et pour exister. Et donc, avec un code génétique, pour simplifier,
une usine à faire plus d'elle-même par elle-même, donc du métabolisme, et puis une paroi ou au moins une membrane autour pour l'individualiser, parce que on pense que la vie, à un moment donné, doit s'accompagner de l'apparition de l'individu, qui n'est pas quelque chose de simple. Parce qu'on parle de soupe, d'accord ? Bon, la soupe, oui. Il peut y avoir des choses qui fonctionnent dans la soupe, des réactions chimiques comme dans un tube à essai. Mais ça se reproduit pas, ça fait pas la vie. Il faut définir les limites d'un Pour que les vies, il faut qu'il y ait à un moment donné un individu qui apparaisse et que cet individu porte en lui-même, rassemble au sein d'une membrane qu'il définit l'ensemble des réactions qui sont nécessaires à son métabolisme, et puis à un moment donné, il éclate et s'en fait deux. La vie est apparue. La vie a émergé parce qu'on est passé d'un individu à deux individus. Et ces deux individus, même s'ils sont très 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 semblables, ils sont forcément différents. Et là commence l'évolution. Donc on imagine sur Mars qu'il a pu y avoir des phénomènes semblables à ce qui s'est produit sur Terre au même moment, puisqu'il y avait apparemment de l'eau liquide pendant un certain temps. Alors c'est très militaire, pendant un certain temps, que l'on suppose suffisant. Ouais. Et c'est tout à est-ce que ça a été suffisant ? C'est la bonne question. Et on n'est pas capable de dire quel est le temps suffisant. J'ai posé la question à mes amis scientifiques. Je dis, mais la chimie n'a pas d'histoire, ça peut se faire dans l'heure qui suit ou au bout de 3 milliards d'années, on n'en sait rien. Ah, et c'est à ce point-là, on ne sait pas s'il faut 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million. Alors, pour l'évolution, on sait. Une fois que la vie a émergé, on a des idées sur le temps que ça peut prendre pour passer, parce que bon, on rentre dans de la statistique. Là, on rentre dans une règle tout ou rien. Ça se produit ou ça ne se produit pas. Et ce tout ou rien, il a forcément des racines quelque part, mais on est incapable de les déterminer. Et donc, on n'est pas capable de dire quel est le temps qui serait suffisant. Mais donc, il faut qu'il soit suffisant. Voilà, c'est tout. Bon, pour l'instant, on en est réduit à des hypothèses de ce type-là. On a quand même pas mal d'indices aujourd'hui de pré-vie sur Mars, d'indices de molécules organiques, justement. Le plus connu, c'est le rover américain, Curiosity, qui a trouvé des molécules organiques sous la surface à une très faible profondeur, parce qu'il ne peut forer que jusqu'à 5 cm de profondeur, donc c'est vraiment la sous-surface à peine invisible. Et là, déjà, des molécules organiques sont présentes. Est-ce que c'est un aléa possible de réaction chimique, ou est-ce que c'est quand même un indice que quelque chose a pu grouiller là-dessous ? Alors, ça prouve que les instruments sont extrêmement sensibles. C'est la première chose. Parce que de la matière organique, il en tombe comme sur Terre. Sur Terre, on a à peu près entre 20 et 40 000 tonnes de poussière astéroïdale qui tombe par an. Dont beaucoup de matière organique. Et il y a à peu près 10% de matière organique et 10% d'eau. Ce qui tombe sur la Terre, c'est la même chose que ce qui tombe sur Mars, toute proportion gardée par rapport à la surface qu'elle a. Donc ça veut dire qu'il en tombe quand même énormément. Donc cette matière organique, c'est une chose. On a trouvé de la matière organique soufrée. Ça, c'était quelque chose d'intéressant, d'inattendu. On cherchait du méthane, on cherchait des carbohydrates, CH, quelque chose, avec peut-être un peu d'oxygène. Parce que le méthane, c'est ce que rejettent les bactéries en respirant, en quelque sorte. Elles peuvent absorber du carbone, du CO2 et rejeter du méthane. Alors, le méthane, fait dans les métabolismes que l'on connaît sur Terre, est quelque chose qui a peu d'origine possible. La principale origine possible, c'est les volcans, avec la serpentinisation. Donc il faut trouver des endroits chauds, etc. Mais il n'y a plus de volcans actifs sur Mars. La deuxième chose, c'est effectivement les bactéries. C'est ce qui se passe dans le rumen des vaches. Quand des vaches digèrent l'herbe, elles font du méthane, entre autres. Et donc quand elles rotent, ça fait du méthane. Un des gros problèmes pour l'effet de serre aussi en France. Les ruminants, il n'y a pas que des vaches. Il y en a quand même énormément. Mais bon, tous les ruminants sont comme ça, de la baleine à l'éléphant. Et surtout, c'est un gaz qui a une durée de vie dans l'atmosphère que l'on va dire de l'ordre de 60 ans. C'est-à-dire que si on trouve du méthane aujourd'hui dans l'atmosphère martienne, ça veut dire qu'il est produit récemment. Récemment, ça veut dire au cours des 3 à 4 derniers siècles. Ce qui est très jeune. C'est aujourd'hui. Ouais. C'est aujourd'hui. Voilà, notre jour, je dirais notre jour évolutif, c'est le millier d'années. Donc, voilà. Et donc, si on en trouve, on dit qu'il se produit maintenant. Alors justement, on a trouvé... Il y a une grosse controverse là-dessus. Alors, on a trouvé du méthane, on a trouvé des traces de méthane à 2 endroits différents. On n'a pas pu revenir dessus pour le vérifier parce qu'on a eu les résultats 8 ou 10 mois après, c'est-à-dire après qu'on soit passé, parce que le temps de rapatrier les données, de les analyser, de refaire les tests au sol pour être sûr que c'est bien ça et que c'est pas une erreur, ça prend 7-8 mois, donc c'est déjà passé, on peut pas revenir en arrière. Donc ça pourrait être une erreur, mais c'est pas forcément une erreur.
on a trouvé quelque chose en quantité extrêmement faible. C'est discuté. Est-ce que c'est d'origine martienne ou pas? Est-ce que c'est d'origine martienne au sens, est-ce que ça vient bien de la surface de Mars et c'est pas une erreur instrumentale? Donc, a priori, des gens ont fait des milliers de tests pour être sûr que ce ne soit pas ça. On n'est jamais sûr jusqu'au... Enfin, voilà. Donc, normalement, une manip, il faudra le reproduire pour le chercher. Mais un élément intéressant quand même, je spoil, mais on aurait aussi découvert que ce méthane était saisonnier dans son apparition. C'est ça, c'est que cette espèce de respiration, il serait lié peut-être à la température été-hiver de Mars ou à des fontes de glace. En tout cas, il y aura un rythme qui donnerait plutôt du fond à l'hypothèse d'une origine martienne de ce méthane. Alors, il y a des hypothèses, elles sont en train d'être testées et retestées. On a un satellite qui s'appelle le Trace Gas Orbiter, dont l'objectif unique, qui est un satellite de l'Europe, qui a été lancé en 2016, et il vient de commencer à travailler là, depuis le mois d'avril. Et donc, il a vraiment comme seul objectif de détecter ces gaz à l'état de trace, que sont le méthane, l'éthylène, enfin des gaz organiques qui laissent une trace dans l'infrarouge, puisqu'il est équipé de détecteurs infrarouges. Et donc voilà, donc on est en plein dans cette chose-là. Manifestement, s'il y a des traces de gaz organiques, elles sont extrêmement faibles. C'est ce qu'on appelle une molécule sur 1 milliard de molécules, peut-être même une molécule sur 1000 milliards de molécules. Donc, vous voyez, faites-nous un peu rêver, ça pourrait quand même être une bactérie qui a produit ce méthane. Alors, une bactérie peut-être, mais alors non, mais si on n'en trouve qu'une seule, enfin un seul micro-organisme, il pourrait le produire. Mais il y a beaucoup de micro-organismes qui ne produisent pas de méthane. Sur Terre, on a beaucoup de micro-organismes qui ne vivent que de CO2 et qui rejettent que de la vapeur d'eau. Et encore du CO2, qui n'utilisent même pas de l'oxygène. On a beaucoup d'anaérobies. Il faut rappeler que sur Terre, 95% de la biomasse, ce sont des micro-organismes. Tout ce qu'on voit, c'est rien par rapport à tout ce qu'il y a dans les sols, à tout ce qu'on a dans notre propre corps, tout ce qu'il y a dans le corps des ruminants et de tous des lapins, des insectes, etc. Il y a des bactéries partout, il y a des micro, ils sont omniprésents. Et c'est l'essentiel de la masse. Donc, sur Mars, il est possible, il y a deux choses, il y a quand même deux hypothèses. Soit la vie a pu émerger sur Mars, sous forme de micro-organismes, et de toute façon, la période pendant les quelques 500 millions d'années, je dirais, pendant lesquelles il a pu éventuellement y avoir de l'eau liquide, ne sont pas suffisants pour qu'il y ait une évolution qui amène au-delà des bactéries, aux bipèdes ou aux quadrupèdes, et même au-delà des bactéries. Ni aux bipèdes à trompe d'éléphant, ce genre de choses. Non, ça c'est réglé. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est réglé. Donc ça, c'est pas impossible. Ensuite, les conditions sont devenues extrêmement difficiles, avec une atmosphère qui s'est raréfiée, et surtout une température extrêmement basse. La vie, pour que les réactions chimiques puissent se produire de façon assez rapide, et pour que l'eau reste liquide, parce qu'on part de l'hypothèse qui n'est pas démontrée autre part que sur Terre, c'est qu'il ne peut pas y avoir de vie et de réaction chimique suffisamment rapide pour qu'on puisse parler de vie s'il n'y a pas d'eau liquide. Donc pour nous, c'était la base, pour les exobiologistes, c'est la présence d'eau liquide. Alors on peut discuter, mais pour l'instant, on va garder ça comme hypothèse. Oui, parce que juste pour l'évoquer, on parle aussi parfois des océans de méthane sur Titan, qui pourraient être une autre chimie totalement différente et une autre forme de vie. Ça, c'est encore d'autres... On a le droit de faire toutes les hypothèses. Oui. Mais il ne faut pas les donner comme garantie. Donc l'hypothèse, c'est la base du travail scientifique, c'est de faire des hypothèses fantasmagoriques. Je veux dire, Einstein, quand il a fait ses hypothèses, c'était fantasmagorique. Il parlait de choses que personne ne comprenait. D'ailleurs, il a dit, je vais inventer des mathématiques qui vont avec, parce qu'autrement, vous n'êtes pas capable de les faire. Bon. Donc oui, on peut faire des fantasmes, mais avoir des idées, et c'est ce qui tire la science vers l'avant. En tout cas, la seule chose prouvée aujourd'hui, c'est la vie qui est sur Terre, et qui, elle, nécessite de l'eau liquide. On nécessite de l'eau liquide, et la chimie que l'on connaît, parce que la vie utilise quand même les ingrédients les plus abondants dans l'univers. C'est pas, on n'utilise pas le strontium, quoi. C'est vraiment les choses les plus abondantes dans l'univers. Donc voilà, c'est pour ça que ça marche. Apparemment, donc on pense que les mêmes causes provoquent les mêmes effets, et donc c'est aussi à partir des éléments les plus communs de l'univers qu'on peut trouver la vie. Deuxièmement, on connaît pas, on connaît bien la réactivité du méthane qui est zéro. Du méthane avec du méthane, ça fait du méthane. Il n'y a pas beaucoup de chimie dans le méthane, à part des énergies très importantes pour le casser, pour le polymériser, etc. Donc on est vraiment dans une hypothèse avec de l'eau liquide. Donc à partir de là, on sait que l'eau liquide a disparu sur Mars, donc soit si une forme de vie a eu le temps d'émerger et a pu émerger, soit elle est restée extrêmement dormante dans quelques niches tout à fait particulières où
Il y a encore des traces de liquide, alors on pense à du sable mouillé, un peu sable mouillé, etc. Un Atacama humide, mais sans énergie, parce qu'il ne peut pas être en surface. Soit on a des formes dormantes, enfin, soit fossiles, mortes et fossilisées, soit simplement dormantes, comme les spores sur Terre, comme ces spores de bactéries qu'on a retrouvées un petit peu partout sur la station spatiale et qu'on trouve dans beaucoup d'endroits surprenants sur Terre, qui sont des formes de survie justement pendant quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers, alors les gens disent des millions d'années, on peut en discuter. Et donc, c'est possible. Si on trouve du méthane, on va se poser beaucoup de questions. C'est pas forcément des microbes, mais on peut pas exclure que ça soit des microbes. On reste dans l'hypothèse. Les hypothèses, on va essayer de les renforcer. On espère les renforcer avec l'arrivée d'une astromobile, j'ai failli dire rover, j'ai eu chaud, européen, donc ExoMars, la mission ExoMars qui est européenne et russe, qui devrait poser un astromobile européen sur le sol de Mars d'ici 2021. Il devrait décoller en 2020. Et cet astromobile a des avantages sur Curiosity parce qu'il peut creuser plus profondément. Déjà, il peut forer jusqu'à 2 mètres de profondeur. Ce qui peut faire la différence. Parce que, pour rappel aussi, on évoquait tout à l'heure les vents solaires, la chance du sous-sol martien, c'est d'espérer que les 2 mètres de profondeur soient suffisants pour servir de bouclier à la vie et qu'elle n'ait pas été détruite par ces radiations cosmiques et ces vents solaires. Voilà, on pense, alors c'est très modèle dépendant, mais on a fait des calculs, alors ça variait entre 15 cm et 2 mètres. Donc on pense qu'effectivement, la surface de Mars, le bombardement par les ultraviolets, par les rayons X, les rayons gamma, les rayons cosmiques, font que pratiquement jusqu'à 2 mètres de hauteur, jusqu'à 1,50 m de hauteur, les molécules organiques sont complètement détruites. C'est quelque chose de raisonnable. Donc, pour avoir des chances de trouver des molécules organiques fossiles, il faut creuser suffisamment profond pour que l'on soit sûr que ce que l'on va rapporter à la surface, est bien lié à ce qui était présent sur Mars à ce moment-là. Et donc on a beaucoup d'espoir parce que sur Mars, sur ExoMars, sur cet astromobile, on a tout un équipement qui doit amener des échantillons parfaitement choisis, déterminés vers un système germano-américano-français qui s'appelle MOMA, Mars Organic Matter Analyzer. Ouais, un vrai laboratoire directement sur place. C'est un laboratoire, oui, c'est l'équivalent d'un laboratoire de 500 mètres carrés avec 40 personnes qui travaillent dedans. Un bijou. Donc tout ça automatique, ça coûte cher, mais c'est pour ça que ça coûte cher. Et donc pour effectivement être capable d'analyser en détail ces molécules. On aura 24 occasions d'analyser les molécules. Il y a 24 petits puits, et on peut s'en servir qu'une fois chacun. Et donc voilà, bien falloir choisir les échantillons. C'est la raison pour laquelle il y a un radar de surface, il y a un spectromètre infrarouge pour mesurer ce qu'on a récupéré, un spectromètre Raman, plus tout ce qui fait le contexte. Parce qu'on ne va pas prendre n'importe quoi, on ne va pas en prendre une poignée comme ça. On ne faut pas gâcher les opportunités. Le bon endroit, le plus probable, avec des couches bien préservées, etc. Et donc, avec tout ça, on espère déterminer le bon spot où l'on a le plus de chances d'avoir quelque chose de préservé s'il y a eu quelque chose. Il y a toujours une hypothèse. Donc voilà, donc on attend 2021, peut-être 2022, le temps que les résultats arrivent, qu'ils soient analysés, discutés, controversés. Il n'est pas impossible que d'ici 4 ans, on sache que la vie a existé sur Mars. C'est beaucoup d'hypothèses, mais... On a un élément... Je suis très très prudent là-dessus parce que des molécules organiques, il y en a partout dans l'univers. Donc, la caractéristique de la Terre, par exemple, c'est qu'en fait, on a une vie qui est extrêmement simple. 20 acides aminés, 4 bases azotées, une vingtaine de sucres, une trentaine de lipides, de matières grasses. Et c'est ça la vie, de la plus simple des bactéries jusqu'à la plus belle des girafes. Et c'est la même chose. Y a pas, c'est un vocabulaire assez simple finalement. C'est un vocabulaire extrêmement simple. Donc, par contre, quand les météorites arrivent, les météorites de Murchison, ils ont trouvé 50 000 composés organiques qu'ils n'ont pas identifiés, mais dedans, on a identifié au moins 70 acides aminés, alors que sur Terre, il n'y en a que 20. Donc, il y a beaucoup d'options possibles finalement. La vie donc voilà, donc si on a trop de choses, bah, c'est de la chimie, c'est pas de la vie. Si par contre, on arrive à te dire, j'ai trouvé que 15 acides aminés ou 25 acides aminés dans une pépite où il y a tout ça, là, on va se dire, là, quand même, c'est bizarre. Pourquoi j'ai que ces 25-là et pourquoi j'en ai pas 28 et pourquoi j'ai que des alpha-aminés et pas des bêta-aminés Parce qu'on sait que sur Terre, tous les acides aminés sont des acides aminés alpha-aminés pour la vie. Donc,
contrairement à peut-être ce que l'on dit, on va aller chercher la simplicité et pas la complexité. Parce que la complexité, elle existe partout. La simplicité et des signatures aussi. On avait fait un article sur Uzbek Erika pour parler de cette mission ExoMars. Alors il y a des mots compliqués comme ce qu'on appelle la chiralité des molécules. Et en gros, il y a certaines molécules qui dans l'univers sont réparties de façon assez harmonieuse. Et bizarrement sur Terre, on sait qu'il y a une forme particulière qui est donnée dans quasiment toutes les formes de vie. Et l'idée, c'est de... C'est pas bizarre. Non, c'est beaucoup plus strict que ça. Hein. Non, c'est très strict. Hein. Il y a des molécules, notamment les acides aminés. On ne va pas rentrer dans le détail de la chimie, mais pour simplifier, il y en a, c'est les mêmes. C'est la même photo, mais il y en a qui sont des mains droites et d'autres des mains gauches. Et comme vous le savez, les mains droites et les mains gauches ne sont pas superposables. Il se trouve que la vie n'utilise que des sucres droits et des acides aminés gauches. Pourquoi ? C'est un débat scientifique, mais c'est comme ça. Et la vie ne peut fabriquer que des droits et des gauches. Si on trouve autant de droits que de gauches, ça veut dire que ça a été fait chimiquement dans un tube à essai ou dans une flaque d'eau sous l'effet de phénomènes physico-chimiques simples. La vie, elle fait... Et donc on considère que c'est une signature importante. Il y en a d'autres, c'est aussi des enrichissements isotopiques. Parce que, alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais disons qu'il y a des éléments qui sont identiques, mais il y en a un qui est plus lourd parce qu'il y a un neutron de plus ou 2 neutrons de plus que l'autre. Et les phénomènes de réaction chimique en chaîne que provoque la vie font qu'à un moment donné, on enrichit dans le plus léger. Donc quand on fait la différence entre le milieu extérieur et la molécule qu'on a trouvée, enfin les molécules qu'on a trouvées, s'il y a plus de léger et moins de lourd, et ben ça veut dire qu'il y a eu un phénomène d'enrichissement en léger et on considère que ça peut être la vie. Enfin sur Terre, c'est la vie. En tout cas, ça ne peut pas être le fruit du hasard. Si ExoMars fait un forage et que grâce à son laboratoire, il trouve que des molécules qui ont des acides aminés droits et des sucres gauches, c'est pas une répartition qui peut être... Ou l'inverse, on dira que c'est pas au hasard. Le seul problème, c'est que petit à petit, dans les molécules, contrairement à nos mains, de temps en temps, le pouce, il change de côté. Et donc, ce qui fait que c'est ce qu'on appelle la racémisation. C'est-à-dire que petit à petit, sous l'influence des rayons cosmiques, etc., des réactivités chimiques, de la radioactivité qui se passe autour, on finit par avoir deux molécules, il y a autant de droite que de gauche. Mais ça prend plusieurs, alors ça dépend des masses, ça dépend de beaucoup de choses, des conditions, mais ça peut prendre plusieurs millions ou milliards d'années. Il y a des études là-dessus, à quelle vitesse ça se produit. On verra les résultats, et quand ils arriveront, on fera des hypothèses, et on verra comment on les teste. La science, c'est pas ciel, j'ai trouvé une pépite, ça y est, je suis riche. Non, c'est quelque chose de plus élaboré, qui est beaucoup plus progressif. C'est pas facile. C'est pour ça que des gens disent, mais qu'est-ce qu'ils attendent des scientifiques pour nous dire enfin qu'est-ce qu'ils ont trouvé, pourquoi ils n'ont pas trouvé des poils, des cheveux, des os, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y aura pas de dents de mouton sur Mars cachées qui nous attend. Mais même quand on regarde sur Terre, quand on regarde la découverte des fossiles, on n'en trouve pas d'un seul coup un squelette comme ça. Il y a un T-Rex là qui est au jardin des plantes, et ils n'ont pas tombé. Ah tiens, il y a un T-Rex qui nous attend. Non, ils ont commencé à gratter, ils ont cherché le meilleur endroit, et ça a pris 2 ans, 3 ans, 4 ans à sortir tout ce qu'il fallait. Donc la science n'est pas une science, je veux dire, simple, même si on souhaiterait que ça soit simple, c'est pas compliqué parce que les gens veulent être compliqués, c'est simplement parce que dire quelque chose dont on peut dire que c'est vrai avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, ça prend du temps, c'est compliqué. Donc quand on a un résultat, on est très content. L'interprétation, ça peut aller du plus simple au plus compliqué et du pire au plus faux. C'est très facile. Donc, il faut une accumulation de preuves. Il faut une accumulation. Et puis, comment est-ce que je pourrais prouver que ? Parce que j'ai trouvé... Parce qu'on ne va pas trouver 100 et 0. On va trouver un truc, allez, avec un peu de chance, 60-40. Oui, donc on ne pourra pas titrer du jour au lendemain. Ça y est, l'Europe a trouvé les premiers martiens. Non, si je trouve une paire de lunettes... Il n'y a pas de problème. Et pourtant, il n'y a pas de matière organique. Il y a alors, c'est pour ça qu'on va chercher aussi des signes extérieurs, des signes, je dirais, non organiques. Si je trouve une paire de lunettes, ou ma clé de 12, mon exemple type, c'est la clé de 12. Voilà, c'est une clé acier au vanadium, posée quelque part. Ça ne peut pas être au hasard. Pourtant, il n'y a pas de matière organique dedans. C'est une trace. Et il se trouve que les microbes, les micro-organismes, ont leur clé de 12. Ils font par exemple ce qu'on appelle des stromatolites, des petites structures lamellées. Ils peuvent fabriquer des produits extrêmement particuliers, des carbonates de calcium très particuliers qui ne peuvent pas se produire autrement que par la vie, etc. Donc on va aussi chercher non seulement ces molécules organiques évidentes, mais on va aussi chercher des traces
qui peuvent avoir disparu, qui sont ces clés de 12 microbiennes, parfois microscopiques, mais qui sont dans notre connaissance, qui ne peuvent être fabriquées que par de la vie. Alors pour finir, si on fait un petit peu de science-fiction, si on trouve ces clés de 12 bactériennes ou ces traces de molécules biosignées, il y a finalement deux hypothèses. Soit c'est le même type que sur Terre et on peut se dire, puisque la vie, si on a bien compris, a émergé sur Mars avant la Terre, elle a émergé il y a 4 milliards d'années potentiellement, est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est un indice, une hypothèse qui pourrait faire des hommes finalement les descendants des Martiens. Je m'explique, ça veut dire que si la vie a émergé avant sur Mars, peut-être que la vie martienne a ensemencé la Terre et que nous sommes tous des descendants de Martiens. Est-ce que c'est une hypothèse qui n'est pas trop farfelue ? Alors, l'hypothèse, elle n'est pas farfelue, ça s'appelle la lithopanspermie, c'est un terme un peu compliqué. Et cette lithopanspermie, elle consiste à constater que des météorites martiennes sont arrivées sur la Terre. Et il y en a, on pense qu'il y a que 40 000 tonnes ou 60 000 tonnes qui sont arrivées suite au bombardement martien. Et donc, s'il y avait une forme de vie sur Mars, elle a pu arriver sur Terre. Elle a trouvé des conditions semblables, voire peut-être meilleures. Elle a pu, premièrement, se développer et ensuite se diversifier et évoluer. Ce n'est pas impossible. Ça suppose que la vie sur Mars est apparue avant, ce qui n'est pas évident. Alors, on le suppose. Les conditions étaient habitables avant la Terre, a priori, en tout cas. On ne sait pas si c'est une raison suffisante, mais... Dans un certain nombre d'hypothèses, oui, mais bon, on joue avec quelques centaines de millions d'années. Alors on parle de centaines de millions d'années de façon facile comme ça, mais c'est quelques centaines de millions d'années. Il n'y a pas 1 milliard d'années, puisque sur Terre, les traces de vie avérées sont à 3,4 milliards d'années. Il y en a qui sont discutées à 3,8 milliards d'années. Il y en a qui ont été hypothésé, je dirais, on a fait d'hypothèses pour ça à 4,1 milliards d'années. Donc, je veux dire, on est à peu près dans les mêmes temps. Mais, on parle des centaines de millions d'années avec une grande facilité, hein, mais c'est comme ça. Et donc, et sur Mars, pour l'instant, on n'a pas de traces de vie. Et bon, les conditions étaient valables, étaient intéressantes il y a 4,3 milliards d'années, jusqu'à 3,7 ou 8, mais avec des hypothèses énormes, des barres d'erreur énormes sur les dates. Donc, en tout cas, il est probable que ça a été... Il y a eu une période... Il a pu y avoir, si s'est produit quelque chose sur Mars, une période de recouvrement où la vie sur Mars aurait pu exister alors qu'elle commençait à se développer sur Terre. Ouais. Avec les hypothèses que l'on a actuellement. Alors, il y a cette hypothèse que j'aimais bien des descendants de Martiens. Il y a une autre hypothèse qui est aussi totalement abyssale, c'est celle de se dire finalement, d'un point de vue statistique, ça vaut pas grand-chose pour 2 astres, mais si on trouve de la vie sur 2 planètes sur les 2 qu'on a explorées, on peut se dire que la vie émerge beaucoup plus facilement qu'on aurait pu le croire dans l'univers et que sur les milliards d'exoplanètes qu'on suppose, finalement la vie est peut-être un phénomène assez banal et courant dans l'univers. Est-ce qu'une vie martienne pourrait nous amener à extrapoler comme ça sur la facilité d'émergence de la vie ? Alors il est certain que si on trouve sur Mars une forme de vie martienne qui est totalement différente de la vie terrestre, dont on a toutes les raisons de penser que ça a été une nouvelle genèse de la vie, une nouvelle émergence de la vie, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de rare. C'est comme les billets de 500 €. Si chaque fois que vous mettez un pas dehors, vous tombez dessus, ça veut dire qu'il y en a partout. Ce qui n'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Mais, parce que vous ne le trouvez pas. Donc, oui, effectivement. Alors, c'est le raisonnement par récurrence. 1, 2, et puis N. N plus 1. Donc, 2, ça serait déjà beaucoup. Si on prouve vraiment que c'est indépendant, ça sera vraiment... Ça nous laissera penser qu'effectivement, je ne sais pas si c'est de l'espoir ou pas, parce que ça nous laissera penser au moins que la vie est quelque chose de banal, qui pourrait être banal dans l'univers. Être banal, c'est une chose. La détecter est encore autre chose. Parce que la vie, c'est plutôt une vie, alors, c'est une vie sous forme de micro-organismes. Une fois que les premiers micro-organismes ont commencé à se développer, à évoluer, nul n'est capable de prédire ce que ça peut devenir. Il n'y a pas de vecteur dans l'évolution. Et là aussi, il y a des scientifiques qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que je dis, qui pensent qu'effectivement, dès que la première bactérie a commencé à se développer, ça va nous amener obligatoirement à l'adolescent boutonneux dans sa chambre en train de jouer à la PlayStation. C'est pas du tout ça. L'évolution, c'est des milliards de hasards avec des milliards de conditions des accidents géologiques, à faire. Mais même, non, pour une bactérie, l'univers d'une bactérie, c'est le centimètre qui l'entoure. C'est ça qui conditionne. Et c'est un phénomène de population. Donc c'est vrai. Et les mutations sont tout à fait au hasard. Et donc personne n'est capable de présupposer à partir d'un premier microbe ce que sera l'évolution. Comme on est incapable de dire quelle sera l'évolution des espèces qui est actuellement sur Terre dans 200 millions d'années. On n'en sait rien.
Alors on peut faire des hypothèses et des romans de science-fiction, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Donc, on va chercher des micro-organismes. Ces micro-organismes, il faut qu'ils aient deux choses. Il faut qu'ils commencent à coloniser l'ensemble de leur planète, de leur écosystème, et qu'ils le modifient. Parce que sur Terre, du CO2 dans l'atmosphère, il y en avait pendant très longtemps. L'oxygène est une invention récente des cyanobactéries. Mais là encore, la moitié des bactéries qu'il y a sur Terre, elles sont anaérobies, elles ne trouvent pas du tout d'oxygène. Ouais, donc il faut qu'il y ait des traces visibles pour expérimenter. Donc il faut qu'il y ait des traces qui pourraient être visibles. Il faut qu'elles aient transformé, il faut que la planète ait une atmosphère, et deuxièmement, qu'elles aient transformé cette atmosphère de façon importante et significative et univoque. Ça fait déjà beaucoup de conditions. Oui. Et après, il faut être capable de détecter ces transformations, c'est-à-dire qu'il faut être capable de collecter des photons qui sont réfléchis ou qui passent à travers cette atmosphère de façon, elle aussi, univoque. Et là, dès l'instant où on commence à parler d'années-lumière et qu'on va chercher des fifrelins, des parties par trilliard, c'est encore une autre échelle complètement démesurée. On n'a pas forcément les moyens de détecter. Et donc, je crois que quand on cherche de la vie, les gens imaginent souvent qu'on va aller chercher des petits bonshommes verts, bleus, jaunes, avec des trompes, des tentacules, des toges, de je ne sais quoi. Enfin bon, tous les films de science-fiction sont très riches de ce genre de choses. Alors qu'en fait, on a très 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 peu de chances de trouver une forme de vie, déjà organique, je dirais monocellulaire, sous forme de micro-organismes. S'il existe, on a très peu de chances de la découvrir. Et pour que ça évolue vers un système manufacturier qui ressemble un peu au nôtre, c'est quand même extrêmement difficile. Et quant à pouvoir communiquer avec cet éventuel système manufacturier, qui aura une physique, une mathématique totalement différente, une logique complètement différente, une composition totalement différente, je crois qu'on n'y arrivera jamais. Il ne faut pas rêver, on ne parle déjà pas à sa femme, alors parler avec un extraterrestre, ça va être plus difficile quand même. C'est encore une autre histoire. On verra ça peut-être pour une autre émission. En tout cas, pour l'instant, on va se contenter d'espérer trouver des clés de 12 ou des molécules significatives sur Mars. Merci beaucoup Michel Viseau pour toutes ces passionnantes explications. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce podcast comme tous les podcasts d'Ouzbek Erika sur notre site ouzbekerika.com ou sur SoundCloud, iTunes ou toutes les plateformes de téléchargement de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve nous le mois prochain pour un nouvel épisode de 300 milliards d'étoiles. À bientôt, salut à tous.